Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Très bien. Moi c'est Mika, Moi, c'est Adrien. bienvenue dans cet épisode de raisin et des papilles. Bienvenue pour ce deuxième épisode chez Jean-Yves Farrer, donc on est toujours à Orschwiller. Donc comment ça va se dérouler aujourd'hui? On va goûter un troisième vin donc de chez Jean-Yves, et Adrien Jules Lavigne va nous faire déguster un vin de, j'allais dire sa composition, pas vraiment, mais de ses trouvailles, de ses nombreux voyages qu'il aura fait sur les routes de France. Jetzt trinken wir. Qu'est-ce qu'on goûte? Eh ben, on va commencer par la bouteille que j'ai ramenée, justement. Donc, on va partir en Bourgogne. On est du côté de Mâcon, donc sur l'aire d'appellation Mâcon-Locher, et au domaine Tripose, donc le domaine Tripose de Céline et de Laurent. Je vais vous servir d'abord, et puis on va en discuter un petit peu par la suite. Donc, on parlait de Chardonnay, justement, tout à l'heure, qui est planté exactement en off, qui est planté en Alsace. Donc là, on va sur la terre du Chardonnay, on est en Bourgogne. Ça sent le cul des vaches, hein. Ça, c'est... Le cul des vaches, c'est pas Ah très ouais, positif. ça. Ah si. Si. Le cul des vaches, c'est positif. On a un côté foin, un peu brioché. Jean-Yves. Effectivement, ce côté gourmand qu'on a un peu plus sonné. Tu parlais de côté brioché, quelque chose comme ça. Moi, je trouve qu'il y a une bonne longueur aussi. Il y a un côté qui est très rond, qui est apporté par l'élevage en bois. Donc, pour parler un petit peu du domaine, Laurent, c'est un ancien ébéniste qui a fait sa reconversion dans le monde du vin au début des années 90. Et qui est en biodynamie depuis 2001. Donc ça fait un petit moment maintenant, et puis il sait de quoi il parle. On est sur les plus vieux chardonnays du domaine, donc des chardonnays qui ont à peu près 80 ans et qui n'ont jamais connu la chimie, qui sont certifiés bio depuis 1970. Donc c'est un des premiers vins que je propose qui est où il y a un élevage en bois qui se sent, mais qui est quand même assez subtil. Je sais pas ce que tu en penses, Jean-Yves. Non, on sent pas le côté boisé, je trouve. Ouais. Non. Moi, je trouvais que c'était quelque chose qui venait, mais effectivement, c'est assez subtil. On garde quand même ce côté minéral. Moi, je le sens plutôt en fin de bouche, ce côté bois quand même. Mais on n'est pas sur des barriques neuves, effectivement. C'est des barriques qui ont plusieurs vins. Combien de temps élevé en barrique? C'est un an d'élevage en barrique. Donc là, on est sur le millésime 2017. Un an d'élevage en barrique. Donc voilà, quelque chose que je trouve de très équilibré et puis avec une bonne longueur. C'est vraiment très bon, c'est simple, c'est droit. Oui, contrairement au cul des vaches dont tu parlais. Ah non, c'est Michel Leb qui disait un bon vin est un vin qui sent le cul des vaches. Écoute, ça doit être la 500p qui est utilisée sur le domaine qui rend ça. Ou un vin qui se pisse bien aussi, c'est ça? Je ne sais pas, il faudra lui poser la question si un jour on le croise. Non, c'est quoi? C'est des jeunes vignons? C'est Pas du tout. Enfin, pas du tout. Je vais pas. Je vais pas alors. Mais bon, ils doivent avoir une cinquantaine d'années quand même. Bon, ils ont commencé début des années 90. Ils avaient déjà une autre vie avant, donc oui. Voilà, je pense une cinquantaine d'années. Et ils font ça à deux, donc sur le domaine, dans un très très joli village de Locher-Mâcon. Quelque chose de très sympa, des vieilles pierres. Comment tu as atterri là-bas, toi? J'avais eu l'occasion de goûter, pour être tout à fait franc, leur crément que j'ai vraiment apprécié. Je ne connaissais un petit peu moins leur vin tranquille, donc je suis allé chez eux dans leur domaine pour goûter un petit peu tout ce qu'ils faisaient, et puis cette cuvée-là m'a beaucoup plu. Donc faut savoir que leur crément est très sympa. Ils font aussi un Bourgogne à ligoter en pétillant, en méthode champenoise aussi, qui est vraiment super intéressant, très très acide. Mais pour le coup, je voulais pas forcément avoir de bulles, donc la Bourgogne étant une région dans laquelle je ne suis pas beaucoup allé pour l'instant, je pense que c'était intéressant de monter C'est vrai sur que place. je n'ai pas goûté beaucoup de Bourgogne blanc, et à mon grand regret au vu de ça, parce que c'est extrêmement bon, c'est bien fait, c'est bien travaillé. Je mettrais bien ça avec, je sais pas, avec des huîtres, avec des huîtres, ce serait plutôt pas mal. C'est le type de vin, alors on est mois de décembre, qui serait assez, en plus on est le 15 décembre, donc vous pouvez encore choisir vos vins pour les fêtes. Si vous prenez un plateau de fruits de mer, ça c'est un vin qui est assez appréciable. Et alors, sur les deux vins
qu'on a goûté dans le précédent épisode, quel est le vin que tu mettrais sur la table de Noël et avec quoi? Je mettrais le pinot gris. Justement, si vous aimez bien le foie gras, moi je trouve que c'est bien aussi de changer plutôt que d'un vin trop sur le sucre, de compenser. Voilà, on choisit quelque chose de sec, mais ça ira très bien aussi avec le foie gras. D'accord. Et toi, tu le mettrais avec quoi? Moi, ce vin-là, je le mettrais plutôt sur des viandes blanches. Moi, je trouve que il y a pas forcément... Enfin, avec les huîtres, je mettrais quelque chose avec un peu plus d'acidité, peut-être. Mais c'est peut-être un avis personnel. Donc, je le mettrais plutôt sur une viande blanche en sauce, peut-être. Avec des marrons, faudrait essayer, vu qu'on est dans la période de Noël. Là. Donc, pourquoi pas? Je pense que ça peut vraiment bien... Il y a ce côté rond, quand même, et gourmand qui peut bien aller avec une dinde au marron. Pourquoi pas? Je suis assez d'accord. En tout cas, comme d'habitude, excellent choix. Merci beaucoup. Place au deuxième vin. Jetzt trinken wir. Du coup, on va passer sur le deuxième vin. Alors, une petite anecdote sur ce vin. Moi, j'avais goûté il y a 2 ans. Je sais pas si tu te rappelles la fameuse photo. Si, c'était un tuit apéro, non? C'est pas ça? Non, c'était pas un tuyau. Moi, je suis passé entre les vignes pour venir te voir. Ah oui, Et j'avais pris une début photo. avril. C'était en 2017 et en publiant la photo, il s'est rendu compte que sur le tonneau, il y avait encore marqué 2016. C'est ça. Donc j'ai permis. Voilà. Alors c'est la première fois depuis qu'on a lancé du raisin et des papilles qu'on va boire un vin rouge, puisque jusqu'à présent on a bu Yago, qui était un vin. Géorgien. Voilà. On a Enfin, bu. un vin blanc de macération. C'est ça. Et on a bu 3 vins de chez Florian, un vin du Jura. De chez qui? Domaine de la Borde, Julien Maréchal. Voilà. Et tu vois, en fait, c'est un dictionnaire, Adrien. Faut actionner le bon bouton. Ouais, c'est ça. Il me Donc, regarde, les tac, les ça- 2 ça premiers vins de chez Jean-Yves, et puis le vin le Bourgogne blanc qu'on vient de boire. Et donc, place au Pinot Noir. Donc, on sent bien le côté bois au nez. Pas tant que ça, je trouve. Donc, il est élevé en barrique combien de temps? Alors, c'est d'octobre 2018 jusqu'en juillet 2019. D'accord. Ouais, il est. On a beaucoup de fruits sur cette année, Il y a 2018. les fruits Donc, récolté Précis. début septembre, 15 jours de macération. Et puis, un entonnage une semaine après. Mhm. J'aime bien parce qu'il a une vraie structure. C'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que les pinots noirs alsaciens, il faut les boire à 10 degrés et puis c'est de l'eau, quoi. Et puis finalement, là, il y a quand même une vraie structure. Et- Ouais. Vraiment, pendant longtemps, je buvais pas de Pinot Noir. Détestais ça. Mhm. Ça me faisait penser à un peu comme le Sylvaner, ça me faisait penser aux années 90, un dimanche soir, fin de week-end, un peu triste, devant 7/7. Enfin, c'était d'un ennui abyssal. Et en fait, un jour, j'ai rencontré un vigneron. C'était Suzy de Thomas André et Fils. Et il avait fait un pinot noir. Et moi, j'ai dit non, je veux pas de pinot noir. Je bois pas de pinot noir. Fais allez, goûte. J'ai dit non, je veux pas goûter. Au final, j'ai goûté. Et j'ai trouvé ça bon. Et du coup, en fait, mon histoire a repris avec le pinot noir. Du coup, maintenant, je les goûte beaucoup plus facilement. Et puis, surtout qu'il n'y a pas que des pinots noirs en Alsace. Donc, il y a pas mal de différences. Donc, ce pinot noir fait partie des grands crus, c'est ça? Non, du tout. En fait, on n'est pas sur un grand cru, là. C'est un assemblage qui provient de terroirs très différents. On a une partie, on a une vigne à Ipfig, là, sur du Leuze. Donc, mais qui est exposé sud, donc qui est souvent très précoce. D'accord. Qui est toujours très précoce. Mais comme Ipfig est un petit peu moins précoce qu'Orschwiller, du coup, on se retrouve à une même maturité qu'à Orschwiller. On arrive à les récolter dans un intervalle de 2 jours. Et on a des maturités qui sont très proches. Les pinots noirs sont récoltés quand d'habitude? Eh bien, je vais dire, ça dépend des années, forcément. Là, on est début septembre, hein. Donc c'est très tôt. T'as dit que tu faisais macérer 15 jours, c'est ça? C'est ça, ouais, Grappe 15 entière? jours. Non, c'est totalement éraflé. D'accord. Donc pas de Ok. rafle du tout. C'est un côté assez végétal, je trouve, sur le vin, non? Je sais pas ce que tu en penses. Peut-être le côté jeune encore pour Mhm. l'instant, ouais. Donc 15 jours de macération. 15 jours de macération, pas de levure du commerce, hein, donc ça part spontanément et pas d'autres interventions, juste un peu de SO2 au début et puis même pas la mise en bouteille. Donc là voilà, c'est vraiment très très simple, pas d'autres intrants. Légère filtration
filtration peut-être? Alors, ouais, là, cette année-là, 2018, une légère filtration. Après les autres années, cette cuvée, généralement, elle n'est pas filtrée. Donc, on la laisse décanter tranquillement et c'est mis en bouteille directement comme ça. Qu'est-ce qui a fait que sur cette année-là, justement, tu as décidé de filtrer ce vin? Alors, en fait, il restait un tout petit peu de sucre, on va dire, qui pouvait poser de problème. C'est-à-dire, on est un peu au-dessus d'un gramme. Mhm. Donc, pour éviter vraiment tout risque, là, on a passé une légère filtration. Pour éviter une deuxième fermentation? Bah, c'est pour ça? éviter que d'un coup ces sucres ils se retrouvent à fermenter, Mhm. alors que bon, c'était pas le but quoi. Du coup, on le boit avec quoi? À part la terre flambée. Bah, moi je verrais bien ça avec des rips par exemple. Puis sinon, ouais, sinon un tian, voilà. Une bonne côte de bœuf, bien grillée. Bon, c'est pas l'époque des barbecues, mais. Bah sinon ouais, non, une pisse à la dire, hein, si tu veux pas tarte flambée. Ah, moi j'aime bien la terre flambée, mais c'est vrai que souvent on mettait des pinots noirs avec les terres flambées et c'était pas forcément des grands pinots noirs. Vous buvez du rouge avec les terres flambées, vous? Ça m'arrive, oui. Ah, d'accord. Ouais. Ou alors, Ça marche bien. dans les restaurants alsaciens, c'était les Lidl-Spiker, qui n'est pas forcément que j'aime le plus. Après, je mets au débat un vigneron qui fait des Lidl-Spiker, qui est très bon. Contactez-nous. J'allais dire, ça existe forcément, du bon Edelzwicker. J'ai commencé par justement des régions et des appellations qui n'ont pas forcément bonne réputation, le Muscadet, le Beaujolais pour certains, et il y a forcément du bon partout, il suffit de bien le travailler. Il ne faut pas se fermer des portes sur des appellations, sur des terroirs, sur des méthodes de vinification. Nous ne non sommes plus. fermés à rien, ouverts à tout, un peu sceptiques quand même. Bon bah, merci Jean-Yves pour sa dégustation. Merci. Merci à toi. On va passer à la deuxième partie de cet épisode. Alors, on a décidé tout simplement de lancer un petit débat, une petite question qui fâche ou pas? Pas forcément, mais une question que je pense qui est intéressante pour l'appellation, parce qu'on va parler principalement dans ce podcast de vin d'Alsace, donc je pense que c'est intéressant de se poser des questions sur l'appellation, sur le futur, sur le passé de... Du coup, on va poser d'Alsace. un débat, une question. À chaque fois, le vigneron ne saura pas de quoi on veut parler, mais on va pas le piéger non plus. Nous sommes bon enfant. Non, Jean-Yves, c'est trop gentil. et Jean-Yves, il est prêt là. On a l'impression qu'il va passer l'épreuve de philo là. Non, c'est pas du tout une question piège ou une question hyper polémique, mais je pense que c'est une question qui revient même un peu souvent. Le suspense est à son comble. Non, je voulais parler de la question de la sucrosité dans les vins d'Alsace et du manque de lisibilité qu'il peut y avoir pour les consommateurs, notamment en restauration où on ne sait pas si un pinot gris qu'on va commander a beaucoup de sucre ou pas, si quand on débouche une bouteille, il y en a ou pas, sur quoi on peut les accorder justement. Et je sais qu'il y a quelques années, il y avait commencé à avoir sur les bouteilles des petites indications du sec jusqu'au moelleux. Et je crois que ça a été retiré par l'appellation. Pourtant, c'est une question qui me semble centrale sur les vins d'Alsace, si on a envie de pouvoir les exporter. Donc, quel est votre avis là-dessus? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, si je comprends bien, tu voudrais aller un peu plus tu voudrais mettre sur l'étiquette des informations en plus sur la sucrosité. Je pense que pour les vins d'Alsace, ça me paraît primordial effectivement de mettre au moins, voilà, s'il est 100% sec. Je sais que toi tu as mis sur ton pinot gris sec justement en dessous, donc ça c'est super intéressant. Pour ceux qui a encore un petit peu sucre résiduel mais pas trop, voilà, comment on pourrait faire pour que le consommateur il ouvre pas une bouteille en se disant bah tiens là je me fais un poisson et ah mince il y a du sucre quoi. Mais est-ce que tu voudrais, parce qu'il y a un autre débat en fait qui est un peu en lien avec ce que tu dis, oui. c'est que on entend de plus en plus des consommateurs qui demandent d'avoir l'ensemble des produits, si des produits sont utilisés, etc., sur l'étiquetage, d'avoir un étiquetage beaucoup plus précis. Et on a aussi demandé à ce qu'il y ait une femme, pour les femmes enceintes, etc., d'avoir vraiment une signalétique un petit peu plus. Alors ça, pour moi, c'est une question qui est totalement différente. Évidemment, dans l'idéal, ce serait le plus de transparence possible, ce serait l'idéal. Néanmoins, je pense que de rajouter la liste des ingrédients aujourd'hui sur une bouteille, ça me paraît vraiment très compliqué puisque forcément il n'y a pas que du jus de raisin sur pas mal de bouteilles et du coup voilà il y a pour pouvoir appliquer une législation par exemple au domaine européen ça heurterait quand même pas mal de monde et pas mal d'enjeux financiers et tout ça donc je pense qu'on en est très loin. Néanmoins là on se recentre un petit peu sur le local. Pour l'appellation Alsace je pense que juste cette indication de sucre qui n'est ni positive ni négative pour tout le monde aurait peut-être un intérêt. Donc toi en tant que vigneron qu'est-ce
Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Est-ce que tu penses déjà que c'est un problème? Est-ce que tu penses que et qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à ça? Bah, c'est devenu un problème parce que le style des vins d'Alsace a changé à partir de la milieu des années 80. Avant, ça se posait pas puisque tous les Alsaces étaient secs. Les années se présentaient comme ça, donc comme en Bourgogne, l'appellation suffisait. À partir de cette époque-là, des années 80, on a retrouvé effectivement des pinots gris qui étaient plus secs, qui étaient demi-secs. On a retrouvé des Gewürztraminer qui étaient de plus en plus moelleux, et donc, mais sans qu'il y ait eu on va dire une indication ou un changement au niveau de la gestion de l'appellation pour dire aux producteurs, bah écoutez, il faudrait peut-être mieux informer les consommateurs de ça. Ça n'enlève pas la qualité du produit, hein, on est d'accord. Ça ne s'est pas fait puisque voilà, donc maintenant on se retrouve à avoir des consommateurs qui se sont méfiés puisque ils ont dit bah tiens, je vais prendre un Riesling et puis Riesling normalement ça va avec les poissons et puis ils se retrouvent avec une bouteille qui est douce, c'est doux, c'est rond, c'est oui, ok. Bah non, ça ne va pas avec mon poisson. Donc, à force de faire ça, on s'est retrouvé à avoir un manque de visibilité. Et donc, les consommateurs, quand ils n'ont pas l'information, ils se détournent et ils vont acheter ailleurs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut juste remettre un peu l'église au milieu du village et simplement le mettre sur l'étiquette. Moi, je le fais déjà pour les vins secs. Pour les vins secs, mais je pense que je vais le faire aussi pour les autres, ou alors de trouver une autre façon, c'est-à-dire que j'ai des couleurs différentes sur mes étiquettes en fonction des cépages. Juste utiliser effectivement ces couleurs différentes pour indiquer aux gens, voilà, ce vin il est sec. Voilà, la couleur verte, si vous avez du vert, ça va être sec. Si c'est bleu, ça va être demi-sec. Voilà. Il y a différentes façons de faire. Mais bon, actuellement, la profession ne décide rien. Donc, c'est à chacun de faire comme il veut. Moi, je pense que c'est un minimum. Surtout pour toutes les bouteilles qui ne sont pas dégustées directement par les consommateurs. Ils voient juste une bouteille dans un linéaire. Il faut qu'ils aient cette information. L'échelle qui a été retirée, qui est encore d'usage chez beaucoup, le problème, c'était un problème réglementaire. C'est-à-dire que vous pouvez pas marquer sur une étiquette sec, demi-sec, moelleux pour réglementairement, soit vous mettez l'un ou l'autre, mais vous pouvez pas mettre les 3 ou les 4 termes. Ce n'est pas légal. Voilà, tout simplement. Donc, même si vous mettez un curseur, vous mettez un curseur rouge, jaune, vert, ça change rien. Donc toi, tu serais prêt, tu voudrais que ça soit réglementé. Moi, je pense obligatoire. Oui, Utilisons le mot. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, ça me dérange pas. D'accord. Après, c'est vrai que souvent les consommateurs ont a priori sur les vins demi-secs. Moi, je trouve que voilà, après, si on fait un bon produit, ça ne devrait pas poser de problème. Après, ça se fait pour le cidre et pour le champagne, pour le crément même, déjà. Donc c'est vrai que les vins pourraient également le faire. L'autre, après il y en a effectivement, il y a certains producteurs qui ont dit oui, mais l'échelle, la quantité de sucre ne correspond pas forcément au goût de mon vin parce que il faut aussi tenir compte de l'acidité et il peut y avoir un vin qui a 10 grammes de sucre mais qui se goûte sec parce qu'il y a un niveau d'acidité qui fait que le vin au final il paraît pas doux. Donc si je mets demi-sec dessus, les gens ils vont avoir une mauvaise idée. Donc l'indication n'est pas idéale, je conçois, mais bon, voilà. Il faut bien trouver un moyen d'indiquer quelque chose aux consommateurs, quoi. C'est que j'ai déjà entendu cet argument, c'est que par rapport au champagne où c'est vraiment demi-sec, j'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, 50 mg de sucre par litre, mais au moins l'indiquer effectivement par une échelle, peut-être utiliser d'autres termes pour pouvoir indiquer ça et que ce soit un peu plus clair pour le consommateur final, quoi. Parce que l'exemple que tu prenais était plutôt bon. C'est celui qui prend un poisson et qui ouvre une bouteille de Riesling et qui se fait avoir, la prochaine fois, il va prendre du chenin et puis il aura plus le même problème, quoi. C'est un peu dommage et je pense que c'est quand même une question qui est importante et sur laquelle il faudrait peut-être faire quelque chose. Rendre obligatoire, je sais pas, mais peut-être créer quelque chose en interne si c'est le CIVA qui peut décider de ça, qui sait qui serait compétent sur cette question. Non, c'est l'ODG, l'organisme de défense et de gestion
qui s'occupe de ça, qui est en mesure de le décider, hein. Mhm. Mais bon, comme c'est un organisme qui dans ses statuts et dans sa façon de fonctionner, est extrêmement conservateur, voilà, donc je vois pas comment ça peut changer. Après, bon, Peut-être essayer en interne de plusieurs vignerons qui commencent à décider de quelque chose qui rajouterait sur l'étiquette et puis que de plus en plus se disent bah tiens c'est quand même vachement lisible et puis je sais pas si ça peut venir comme ça du bas. Ça rejoint un peu ta question avec Christophe, comment il s'appelle? Christophe Soudan. Soudan, oui. Christophe Soudan, non, parce que je pensais à Soudan. Oui, effectivement, Exactement. enfin, la question revient un Ouais. petit peu parce que tu as dit que dans les années 80, le sucre a commencé à venir sur les vins d'Alsace. Et qu'est-ce qui a fait? C'était une recherche du consommateur finalement. Ça paraissait peut-être un peu plus aguicheur et puis au final on s'est habitué, on avait envie un peu de sucre dans les années 80. bah non, en fait, c'est tout simplement qu'on a eu des années qui étaient plus chaudes. Donc, les gens, ils ont récolté les raisins, ils se sont retrouvés avec des degrés probables au-delà de 14. Mhm. Et la question, c'était, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais pas faire un vin à 14 degrés d'alcool, ça va être imbuvable. Donc, bah, un conseil de l'œnologue qui va lui dire, bah, tu stoppes la fermentation quand tu arrives à 13 ou 12,5, et puis le reste, ça va être du sucre résiduel. Voilà. Donc, après, effectivement, ce sucre-là est très flatteur, hein. Il y a beaucoup de fruits, donc les gens qui ont goûté ces vins-là, ils ont dit ah super, bah, très bien, très très bien quoi. Donc souvent c'est des vins qui se sont vendus très bien. Et puis bah on a eu ces années-là, donc 88, 89, 90, qui étaient dans dans ce style-là. Mais après dans le reste des années 90, il n'y a pas franchement une année qui se ressemble comme ça. Et pourtant, on a continué à faire ce schéma parce que ben, ça se vendait mieux. Mais il y avait des années dans les années 90 qui étaient des piètres années, comme 91 par exemple, avec beaucoup d'acidité, très peu de maturité. Mais alors du coup, pour garder ce sucre, bah, il y en a qui ont rajouté effectivement, ils sont allés chez Erstein hein, directement, et puis ils ont mis de la betterave, du sucre de betterave, voilà, et puis ils ont gardé ce sucre-là. Bon, voilà, donc il y a eu effectivement des gens qui, alors je veux dire honnêtement ou pas honnêtement, hein, c'est pas la question, hein, ça s'est passé comme ça. Moi je pense qu'effectivement il faut informer le consommateur. Mais bon après les instances interprofessionnelles, hein, comme le CIVA par exemple, ça fait longtemps qu'ils essayent un petit peu de faire quelque chose, d'inciter les viticulteurs et les vignerons à mettre ça sur les étiquettes. Mais certains refusent. Donc voilà, après je peux pas. Moi Mais je c'est quoi souhaiterais l'argument, du qu'effectivement coup il y ait une réglementation. Mais pour l'instant, je pense que je sais pas si la profession elle est prête à le faire. De toute façon, le consommateur, à un moment donné, va certainement inciter, puisque le consommateur, on est tous consommateurs au final. On a ce pouvoir de pouvoir changer les choses. Souvent, on pense que c'est un haut lieu, mais moi, j'ai cette théorie que c'est nous qui décidons de ce qu'on achète et de ce qui marche. Si moi, j'ai pas envie d'acheter une marque, quelle qu'elle soit, ben, je ne l'achète pas. Donc, on n'a aucune obligation de faire en sorte qu'elle s'enrichisse. Par contre, on a vu aussi que le consommateur a forcé parfois les agriculteurs, même la grande distribution a évolué. Je prends toujours l'exemple des bières artisanales parce que pour moi, c'est un petit peu l'exemple qui a fait que les grands groupes, les 3 grands groupes de bières, donc Kronenbourg, etc., n'ont pas vu l'arrivée des bières artisanales. Mais une fois qu'ils ont vu que les bières artisanales prenaient une place de plus en plus importante, évidemment en termes de chiffre d'affaires, ça représente pas grand-chose, mais quand même, ils se sont mis petit à petit à travailler eux aussi d'autres formes de bières. Donc on a vu, quand ils ont vu la IPA, parce que Kronenbourg n'a jamais fait d'IPA par exemple. Donc je pense que là aussi, le consommateur, en termes de vin, ça rejoint un peu la question que je posais dans le premier épisode. Dans 5-10 ans, certainement que moi, j'ai un rêve, I have a dream. C'est mon côté Martin Luther King, mais déjà que le consommateur arrête d'acheter, surtout les vins d'Alsace, quand il vient en Alsace, d'acheter ses vins en supermarché, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut pousser, alors tu parlais de l'oncle Malker, mais il y a plein de petits cavistes où on peut pousser les portes et tester les vins, avoir un vrai choix et un vrai service où il connaît les vignerons avec qui il travaille, l'histoire, etc. Donc une vraie identité. Et peut-être que le jour où les gens arrêteront d'acheter les vins en supermarché aussi, les choses vont certainement aussi évoluer Enfin, je sais pas. Moi, j'ai cette théorie que en secret, je me dis, si 1% de nos auditeurs arrêtent d'acheter les vins en supermarché, ce sera une petite victoire.
Alors, est-ce que c'est pas aussi la grande distribution qui a fait que les choses ont changé, parfois dans le mauvais sens aussi? Bah, sûrement c'est le cas. Après la grande distribution, si elle vend mal, elle a aussi des exigences. Donc elle aurait pu, voilà, je pense qu'elle s'est un peu complaint, c'était facile, ça se vendait quand même. Aujourd'hui, on est clairement enfin, il y a des méventes, dans beaucoup de vignobles, dont l'Alsace et ça provient principalement de ce réseau de distribution. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut revoir les choses. Mais pour toi, alors je rebondis un petit peu sur la question un petit peu que je disais, pour toi, un étiquetage un peu plus précis, pour voilà, tout ce qu'on nous a demandé, hein, mettre les différents ingrédients pour les femmes enceintes, etc. Est-ce que tu verrais ça d'un bon œil ou tu te dis, mais en fait, finalement, ça va prendre une place énorme et on va parler de quoi? Alors pour les ingrédients, l'idée en fait je pense que c'est ça que la Commission européenne avait dans les têtes, hein, c'était qu'il y ait une espèce on appelle ça QR code, hein, c'est ça? Et qu'en fait ça permet d'avoir un lien. Et ce lien, en fait, vous mettez les ingrédients qui ont servi dans le vin, quoi. Voilà, ça évitait de surcharger trop les étiquettes, surtout s'il y en avait beaucoup d'intrants. Après, s'il n'y en a pas beaucoup, suffit juste de mettre que ça provient du Je suis très raisin. informé. Et ça suffira 100%. largement. Bon, après, oui, c'est pas si simple, mais voilà. Est-ce que c'est pas aussi la mouvance? Alors j'appelle ça une mouvance, j'ai toujours peur que ce soit un effet de mode et j'espère pas que ce soit un effet de mode. Des gens, des consommateurs des vins nature qui forcent aussi un peu les vignerons conventionnels à changer aussi leur vision ou être un peu plus précis. Bah là, c'est la mode de la transparence, plus. C'est le Ouais, fait on de est vraiment savoir dans la transparence, mais partout, hein. qui forcément aboutit à le moins d'ingrédients possible sur tout ce qu'on consomme. Mais à la Oui, base, c'est plus la transparence. le vin fait partie de ça, hein, évidemment. Du grande histoire. Moi, j'ai comme l'impression qu'on est au début de quelque chose de neuf. Moi, j'explique souvent que j'avais du mal pendant des années à boire des vins d'Alsace. Moi, je suis pas si vieux que ça non plus, quand j'ai des années. Mais parce que ça me donnait mal au crâne. C'est carte d'identité, s'il vous plaît. D'accord, pas de souci. J'ai 18 ans, monsieur. Non, parce que ça me donnait mal au crâne et que c'était juste insupportable, quoi. Et que là, non. Mais aujourd'hui, j'ai plus cette peur de boire un vin. Parce qu'un mal de crâne, quand tu bois du vin, je crois que c'est le mal de crâne le plus insupportable qui existe. Et là, non, c'est plus le cas avec de plus en plus. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est un peu la mauvaise réputation qu'a eu les vins d'Alsace, c'est que ils donnent mal au crâne. Ah bah oui, ça revient encore. Ça revient encore. Bon, Enfin, je veux dire, ça revient encore. La question revient encore. On est quand même sur la fin de ce point de vue-là. Je crois qu'on est quand même arrivé à une fin. Ça donne plus de mal au crâne, à part si vous poussez un peu trop. Mais c'est de votre faute dans ce cas-là. C'est ça. C'est pas, on peut pas tout mettre sur le dos des sulfites non plus. Et voilà. Pour revenir un petit peu sur le sucre, du coup, est-ce que toi, tu vois qu'il y a une évolution quand même dans les goûts de tes clients? Alors déjà, il y a une évolution dans mon goût. Donc j'imagine que pour les gens c'est un peu pareil. Moi j'ai plus envie de faire des vins plus secs et d'ailleurs ça se ressent aussi sur la carte. Et après voilà, donc est-ce que j'aurais plus que des vins secs après? Je ne sais pas, à voir, pourquoi pas. Mais moi ça me choquerait pas, hein. Donc arrêter la vendange tardive et sur la fin. Non, c'est des choses qui font quand même toujours plaisir. Il s'agit pas, c'est de toute façon, c'est des produits qu'on va ouvrir occasionnellement et il s'agit aussi de se faire plaisir à ce moment-là. Non, je vois pas ça. Non, on va continuer à faire des vendanges tardives, bien sûr. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais bon, après, peut-être qu'il faut aussi des fois le faire différemment, trouver de nouvelles idées, hein, pour ça. Il y a différentes façons de faire des liquoreux. Il n'y a pas juste la façon dont on le fait actuellement. Il y a d'autres vignobles qui le font vraiment complètement différemment. Même les Tokais en Hongrie, quand ils font des vins liquoreux, ils font ça totalement différemment, hein. T'en bois toi des vins liquoreux ou t'es vraiment dans le sec? Je suis beaucoup plus dans le sec, effectivement. J'ai tendance à trouver que les vins liquoreux sont un petit peu lourds. En fait, le premier verre, les 3 premières gorgées sont vachement plaisantes, mais derrière, je trouve que c'est un petit peu lourd. Néanmoins, oui, je pense pas que ce soit une bonne idée d'arrêter ces choses-là, qui font quand même... c'est une spécificité alsacienne. Enfin, les vins vendange tardive et pourriture noble botrytisée, c'est quand même quelque chose qui est super bon et très très sympa à boire aussi, quoi. Donc, Et là, j'ai la chance cette année, on a pu récolter un
un Riesling en vendange tardive. Ça faisait depuis 2010 que j'en avais pas fait. Et voilà. Donc c'est en cours de fermentation. J'espère que ça va faire un beau vin. Mais Riesling vendange tardive, j'aime bien cette combinaison entre le côté rond, fruité, et en même temps beaucoup de fraîcheur en finale. Et voilà, donc là du coup on n'a pas ce côté trop suave, et on garde la fraîcheur en fin de bouche. Et là on peut terminer la bouteille. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que l'épisode 50, on va réunir nos 2 parrains et on pourra le goûter à ce moment-là. J'étais en train de me dire, à 50, on devait voir Florian, normalement. Non, mais en fait, je viens d'avoir l'idée en me disant pourquoi on ne ferait pas un épisode croisé entre crossover. un crossover comme dans les séries. C'est ça. On a pris Allociné, bonjour. Pas comme dans les SUV, non, c'est ça? C'est un peu- Non, mais avec Hybride, la rencontre, peut-être, non. la rencontre au sommet de nos 2 parrains. Ça peut être une idée. En tout cas, merci pour ce débat. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est sur ces belles paroles que se termine notre petite escapade à Orschwiller. J'ai trouvé ce moment très sympathique. Très convivial, oui, Convivial. complètement. Mhm. On était le 1er novembre, il faisait mauvais, il pleuvait quand on est arrivé. Moi, je vois pas les nuages, hein, mais c'est peut-être moi, hein, mais après 4 verres. Comment as-tu vécu cette aventure? Bah écoute, c'est une belle rencontre. Je connaissais pas Adrien, donc je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Bah, moi, le même. Et puis merci Mika pour cette initiative et ce podcast. Alors l'idée, c'est vraiment de mettre en avant notre région, parce que je vous le répète encore une fois, non, nos vins ne sont pas ringards, même si je poserai à chaque fois la question aux vignerons, c'est un peu la question qui fâche. Vous dire, poussez la porte des cavistes, allez à leur rencontre, prenez un train, il y a ne serait-ce que la ligne, je le dis toujours, mais c'est vraiment ça, la ligne Molsheim-Célestat, vous avez plein de vignerons. Célestat, vous arrêtez, vous prenez le vélo, Orschwiller, c'est à 6 km, donc c'est faisable, c'est pas non plus, et en plus... Il y a un bus aussi, hein. Il y a un bus, en plus il y a un bus, et surtout, quand vous allez chez un vigneron en Alsace, sachant qu'on a 7 cépages, vous goûtez minimum 7 vins. Mais comme ils ont une entrée de gamme, une moyenne gamme, et des grands crus, vous avez parfois la chance de goûter beaucoup plus que ça. Donc ça en vaut la peine, non? Bah clairement, ouais. Alors que dans d'autres régions, ils ont 2 cépages. Bon, tu abuses un petit peu, mais mais effectivement, c'est quand même dommage que c'est souvent dans sa propre région qu'on connaît le moins les vins, puisque quand on va ailleurs, on va pousser la porte des vignerons un peu plus facilement, et dans notre région, on se dit, bah c'est bon, on connaît, on a fait le tour, on y est né et tout. Et en fait, non, pas du tout. Il faut avoir cette curiosité-là, toujours dans ses propres villages, et aller rencontrer les vignerons de chez nous. En tout cas, soyons fiers de nos vins, soyons fiers de nos vignerons. Rendez-vous au mois de janvier avec une surprise. Tout simplement, on n'a pas encore décidé, donc c'est ça la surprise. Encore une fois, merci Jean-Yves pour ton accueil, pour ton sourire. Bonne chance pour la suite. Merci. On te suivra. N'oublie pas que on pensera à ce petit cépage dont tu ne veux pas nous parler, mais qui va Ce arriver. n'est pas de la Syrah, voilà. Ce n'est pas de la Ce ne sera Syrah. pas de la Bon Syrah, bah, ouais, il y a quelques choix. En tout cas, merci à toi, merci Adrien, merci Alexis, et rendez-vous au mois de janvier pour de nouvelles aventures. À très bientôt. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.